vous. Un grand merci à Chloé et Jean-Pierre pour l'invitation à parler ce matin. J'ai intitulé en fait ce que je vais vous décrire maintenant. Comment atterrir, c'est pas venir avec des solutions clés en main, évidemment non, c'est surtout comment atterrir pour des scientifiques. C'est un petit peu... Je vais prendre le point de vue des scientifiques et vous parler quelque part, même si le mot, je ne l'emploierai peut-être pas beaucoup, mais de la question de l'engagement en fait. Comment est-ce que les scientifiques aujourd'hui s'engagent ou je trouve ont une responsabilité à s'engager avec la situation qui est la nôtre aujourd'hui, et je vais le faire en partant des deux activités qui sont mes activités principales en tant que chercheur aujourd'hui. Donc moi je m'occupe d'une infrastructure de recherche qui s'appelle les zones ateliers. Donc on y fait de la socio-écologie, je vais vous en parler. C'est une infrastructure de recherche qui est liée à l'infrastructure que pilote Jérôme avec Isabelle Brault, qui s'appelle Oscar, sur la zone critique. Sauf que nous, on est plus orienté sur les interactions entre l'humain et son environnement. Et puis je vais vous en parler aussi un petit peu, mais du point de vue finalement d'un collectif qui s'appelle Labo 1.5, où des scientifiques s'engagent pour essayer de réduire l'empreinte carbone des laboratoires de recherche. Donc dans les zones ateliers, on est plutôt dans l'accompagnement de la transformation sur les territoires. Et puis dans Labo 1.5, on est plus sur l'idée d'incarner cette transformation. Donc voilà, en fait, quelque part, j'aimerais bien je vais prendre le point de vue et vous parler de la science, de la recherche et de comment on travaille avec les acteurs sur le territoire, mais je pense qu'on peut essayer d'entendre ce que je vais vous raconter, qu'on soit un prof, un médecin ou dans n'importe quel type d'activité humaine. L'idée, là, c'est d'essayer de vous montrer comment on peut essayer de faire finalement de la recherche une espèce de transformateur de démonstration. Ça ne veut pas dire que c'est aux chercheurs de faire ça, mais voilà, nous, on essaye de le faire et d'autres le font aussi en dehors du monde de la recherche. J'ai démarré là avec quelques images, simplement pour illustrer la question du changement climatique, celle de l'effondrement de la biodiversité, mais aussi la question des inégalités, et puis la montée des populismes qu'on observe un petit peu partout sur la planète. Je vais en reparler sur la slide d'après. Mais tout ça, ça fait dire à quelqu'un comme Roland Gori, qui a écrit plein de chouettes livres sur la construction du monde commun, sur la fabrique des terrorismes, sur le fait qu'on n'arrive plus à penser aujourd'hui correctement le monde. Dans ce livre-là qui s'appelle « L'individu ingouvernable », il dit que quelque chose est en train d'arriver, quelque chose qui ressemble à l'entre-deux-guerres du siècle passé. Donc évidemment quelque chose qu'on aurait grandement envie d'éviter, sauf que, je ne sais pas si vous pouvez lire le titre de ce livre-là d'Annie Robert Dufour, « La situation désespérée du présent me remplit d'espoir ». Donc à la veille du second tour, c'est quelque chose qui résonne. Et en fait, lui, il décrit 3 délires, ce qu'il appelle des délires mortifères. Il y a ce premier délire de pléonexie, c'est l'idée d'avoir toujours plus. Donc en gros, c'est l'adaptation au système en place, à la mondialisation néolibérale. Et puis face à ça, nos seules réactions aujourd'hui, il décrit ce délire qu'il appelle théofasciste. Il décrit ce délire identitaire qu'il nomme néofasciste. Et j'en parle ici parce que, bon voilà, on est nous face à un choix, je vais y revenir dans un instant, mais je pense que c'est un choix qu'on ne peut pas regarder juste à l'échelle locale, franco-française, etc. C'est quelque chose de planétaire. Et puis évidemment, on a la guerre aux portes de l'Europe aujourd'hui, ce qui fait que aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais dans les médias, autant il y a quelques années, on parlait beaucoup de climat, aujourd'hui on parle beaucoup de réarmement, et pas que de réarmement militaire, mais on l'emploie à toutes les sauces, réarmement démographique, réarmement civique, réarmement moral, comme si on essayait de nous mettre une petite musique dans la tête. Et évidemment, la question qui se pose, c'est comment on fait pour éviter ça. Et du coup, ce que je viens de vous montrer là, je pense qu'on peut l'illustrer aussi là, à partir de ce schéma. Alors je prends juste une minute pour vous le décrire, vous voyez ma flèche là ? Donc voilà, Bruno décrivait donc dans son livre « Où atterrir », qui est paru en 2017. Donc voilà, on est passé du local au global avec la mondialisation, la globalisation. Et puis aujourd'hui, tout le monde constate les dégâts à la fois environnementaux et puis sociaux de cette mondialisation. Et il y a un fort désir de retour à ce qu'on appelle en général le local. Sauf que le local vers lequel on tend aujourd'hui, c'est ce local que Bruno, dans le haut à gauche de son schéma, a appelé la Tracteur 4. Pour faire simple, on dit Trump en général, mais on voit bien aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de traverser l'Atlantique pour voir à quoi ça peut ressembler. Et en fait, aujourd'hui, donc Bruno, évidemment, lui, donc c'est un local qui est complètement fermé.
D'accord. Bruno décrit l'idée de terrestre comme un local quelque part sans les murs, plutôt ouvert. Mais en fait, on est un petit peu cantonné aujourd'hui, et nous, ça a été le cas dans les 2 dernières élections présidentielles chez nous, hein, dans un choix qui, voilà, Nancy Fraser, elle décrit que finalement, c'est un choix qui n'en est pas réellement un. Soit on s'adapte à la mondialisation en marche, soit on se replie sur soi, et il n'y a pas de gros projets alternatifs aujourd'hui qu'on rêverait de voir aboutir. Donc en gros, on est dans ce choix-là, et la grosse question pour moi aujourd'hui, vraiment, et on peut la présenter, enfin moi je l'aime bien la présenter comme ça, c'est comment est-ce qu'on réconcilie le sens et l'urgence. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'urgence, on a un sentiment d'urgence aujourd'hui, et on le traite pour beaucoup un petit peu en faisant n'importe quoi, on perd cette question du sens, y compris dans nos métiers. C'est pour ça que je vais vous parler des scientifiques et que je vous ai dit qu'on pourrait entendre tout ça autrement, parce que cette perte de sens dans la recherche, on la retrouve dans plein de métiers, y compris dans les services publics, à l'hôpital, dans l'éducation, etc. Donc c'est vraiment la question d'essayer de repenser finalement le sens, sachant que ça, en général, c'est quelque chose qui prend un temps fou alors qu'on a ce sentiment d'urgence. Et pour moi, la réconciliation de ces deux, elle est absolument fondamentale. Et par rapport à ce que je viens de vous montrer là du schéma de Bruno, le choix qu'on a à faire aujourd'hui, chez nous, mais comme un petit peu partout, c'est ce choix entre le clos et l'ouvert. Il y a plein de littérature là-dessus. Pour des gens comme Bergson, par exemple, il nous dit que c'est en général les choix les plus importants que les sociétés ont à faire, mais qui sont aussi les plus difficiles à décider. Et moi, je vais essayer de vous montrer quelle est ma démarche, mais quand je dis ma démarche, c'est la démarche qu'on essaye de stimuler dans les zones ateliers ou dans Labo 1.5, pour essayer de choisir l'ouverture plutôt que la fermeture. Et pour moi, je vous l'ai dit, ça ne peut pas rester juste du local. J'y reviendrai à la fin parce que je ne vais pas... En fait, ce qui est très important pour moi, c'est les emboîtements d'échelle. C'est-à-dire qu'il y a du local, il y a le global. Vous savez, on a ce mantra du développement durable. Il faudrait penser le global, mais agir local, comme si toutes les solutions pouvaient être que locales. Et voilà, moi j'aime bien me dire qu'il faut aussi agir à l'échelle globale et puis finalement bien penser le local pour ne pas faire n'importe quoi. Et puis, voilà, on peut montrer que ça... Forcément, comme il y a derrière des questions d'engagement, de valeurs, etc., ça touche à l'intime aussi. Mais ça, je ne vais pas en parler du tout aujourd'hui. Le lien entre climat et inégalité, le lien entre le social et l'écologique. On a eu Bruno Locatelli qui a parlé de socio-écosystème. Moi, je vais vous en parler à travers la question, ce qu'on fait sur les zones ateliers, donc sur le local, mais c'est des choses qui sont à développer à l'échelle globale. Je ne vais pas le faire ici. Je reviendrai un tout petit peu dans la dernière diapositive. Là, je vous ai mis quelques bulles en fait, avec des mots que moi je trouve très importants, personnellement, et que je veux partager avec vous. Un mot qui est hyper important, c'est celui de reliance. Et ici, on a parlé beaucoup cette semaine de différents types de reliance. Grégory nous a passé du besoin de lier le passé, le présent et le futur. Moi, à l'échelle globale, quand je travaille sur la dette climatique, avec l'idée de réparation, de garantie de non-répétition, etc., ce sont des choses que je trouve hyper importantes. Combiner l'agir et le penser, évidemment. On a aussi, nous, beaucoup parlé ici des reconnexions des humains avec la nature, et que ce soit Anastasia, Sébastien ou Vinciane hier, chacun en a parlé à sa façon. Reconnecter les humains aussi aux non-humains et aux non-vivants, hein. Enfin, aux non-vivants d'un point de vue peut-être occidental, mais voilà, le socle, la géologie, les cycles, donc ce que Jérôme nous a présenté, hein, les rotations vitales, tu as dit Jérôme, je crois, parler de cycles. Donc voilà, ces reliances hyper importantes dont on a parlé cette semaine. Moi, ce que je vous ai dit là, c'est que je vais vous parler plutôt de ces autres bulles, où on va parler d'interface, donc pour les chercheurs, d'interface entre disciplines, d'interface avec la société. Je vais commencer par vous parler de la question de la responsabilité de la recherche et de l'engagement. Je vous ai dit que je le faisais à travers à la fois les zones ateliers et puis Labo 1.5, donc je vais vous décrire ce que c'est que ces choses. Et puis les 3 bulles en bas, c'est vraiment des implications qui, moi, me paraissent très importantes, à la fois en termes de politique, en termes de notre rapport au temps, et puis finalement la question du travail. Encore une fois, je le prends à partir de l'angle scientifique, mais on peut élargir le propos, je crois. Donc voilà, sur la responsabilité et l'engagement des chercheurs, moi j'aime bien partir de ces 2 graphes, là, enfin images, qu'on appelle des anamorphoses, où vous avez rendu la taille des pays proportionnelle. Alors à droite, c'est aux émissions annuelles de CO2, donc vous voyez ce gros écart entre le nord et le sud, c'est ça qui est à la base de mon travail sur la dette climatique des pays du nord vers les pays
du Sud. Et puis à gauche, vous avez une carte qui lui ressemble fort, qui correspond à la production scientifique. Donc évidemment, on n'est pas en train de dire, je ne suis pas en train de dire que c'est des scientifiques qui contribuent au changement climatique. Évidemment, la question entre les deux, c'est celle du développement. La science, elle joue un grand rôle dans le développement des sociétés, hein, pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Ce qui fait qu'on ne peut pas imaginer entreprendre une grande transformation comme on aurait besoin aujourd'hui sans repenser finalement le rôle, la posture des scientifiques et de la recherche dans cette transformation. Donc dans le cadre du collectif Labo 1.5, je pourrais vous donner, vous pouvez aller sur le site et puis trouver le texte qui correspond. On a développé cette responsabilité en 3 dimensions en fait. Donc une première dimension, c'est celle par laquelle je vais commencer, d'accompagnement des acteurs sur les territoires dans leur transformation vers davantage de soutenabilité ou d'habitabilité de la planète. Je voulais dire en introduction l'idée d'incarner la transformation au sein même des laboratoires de recherche en limitant notre empreinte environnementale, et puis dans le Labo 1.5 on le fait surtout au niveau du carbone. Et puis voilà toutes les implications en termes de réflexion sur le sens même de l'activité de recherche, à la fois dans, dans nos pratiques, mais aussi finalement dans nos objectifs et puis dans nos façons d'évaluer cette activité. Donc l'idée, c'est vraiment, je vous l'ai dit, de faire de la recherche une espèce de transformation, de démonstrateur de transformation, et puis je mets désirable, parce que pour moi c'est quelque chose de très important, je l'ai dit un petit peu quand j'ai posé ma question à Anastasia avant-hier, mais cette montée des populismes, etc., aujourd'hui, c'est très lié à des peurs, en fait. Et on est dans une situation internationale avec le climat, les pandémies, la guerre, etc., qui fait peur. Et dans ces conditions-là, on a une tendance naturelle à se refermer, en fait, à se replier sur soi. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on arrive à sortir de ces peurs, finalement, à redonner envie de cette transformation, montrer qu'elle est possible, mais aussi, surtout, redonner envie. Donc, pour ce qui est de l'accompagnement de la transformation sur les territoires, ça fait à peu près 25 ans maintenant, au tout début des années 2000, il y a un nouveau champ de recherche qui a émergé, qui s'appelle le champ des sciences de la durabilité ou de la soutenabilité. Et dans ce champ-là, vous le voyez ici, on va vers une recherche qui est davantage orientée solution, elle est davantage en lien avec le politique. Et c'est une recherche qui est d'abord interdisciplinaire. Et vous le voyez ici, entre les grands champs des sciences de l'homme et de la société d'un côté, et puis des sciences de la nature, entre guillemets, de l'autre. Et puis elle est, alors on lui donne différents noms, hein. Parfois on l'appelle transdisciplinaire dans ce champ-là en tout cas, mais dans transdisciplinaire, là c'est vraiment l'idée de co-recherche entre les chercheurs du monde académique et puis différents pans de la société civile qui ont envie de travailler ensemble à ces questions de transformation. Donc on a une recherche qui est participative, qui est collaborative également. Et donc ce champ, il s'est structuré, il y en a d'autres, hein, l'Alliance pour la résilience, je ne les ai pas tous nommés ici. Il y a une grosse plateforme qui a regroupé plein de programmes internationaux sur l'environnement, vus de la part des sciences de la nature ou des sciences humaines et sociales, qui se sont regroupés sous une plateforme qui s'appelle Future Earth, qui a un bras armé qui s'appelle le Belmont Forum, qui permet aujourd'hui de financer des gros projets internationaux à vocation transformative. Et puis voilà, ce champ s'est structuré, ça veut dire qu'il y a des journaux qui ont été créés, qui sont propres à la soutenabilité, et puis des grandes revues comme Nature ou Science qui ont maintenant des sections, voire des volumes sur ces questions-là. Donc on va vers de nouvelles façons de faire de la recherche, et en France, il y a 2 réseaux en particulier, mais il n'y a pas que eux, hein, mais en particulier au CNRS. Donc moi je suis chercheur CNRS, je ne me suis pas présenté d'ailleurs au tout début, je viens de l'ouest de Brest, à la base j'ai été formé en océanographie. Et oui, donc je disais, il y a 2 réseaux en fait qui font finalement de la socio-écologie, dont nous a parlé Bruno avant-hier ou mardi. Donc il y a des observatoires au milieu, c'est un LABEX, et puis il y a le réseau des zones ateliers, dont je m'occupe, qui est une infrastructure de recherche, je vous l'ai dit, comme Oscar, l'infrastructure dont s'occupe Jérôme. Donc vous avez ici la carte de ces zones ateliers, il y en a une quinzaine aujourd'hui en France, et puis il y en a une qui est dans un parc naturel au Zimbabwe. Les autres sont essentiellement sur le territoire métropolitain, il y en a une au Kerguelen aussi, et puis il y en a 2 en construction en Guyane et en Polynésie. Mais vous le voyez ici, une zone atelier, c'est une espèce de laboratoire à ciel ouvert, on est sur un territoire à l'échelle régionale. Il y en a sur les grands fleuves,
Donc il y a une zone atelier Seine, Loire, Rhône, Moselle. Il y en a sur la ville, à Strasbourg ou à Rennes. Il y en a sur les massifs montagneux. Ici, vous êtes au cœur de la zone... Est-ce qu'on est au cœur ou est-ce qu'on est juste en dehors de la zone atelier Alpes? Bon, peu importe. Voilà, moi je viens de Brest, je vous l'ai dit, donc vous voyez tout à l'ouest, là il y a une zone atelier brest-tiroise qui est sur le continuum terre-mer. Voilà. Donc on a des zones ateliers, c'est des laboratoires dans lesquels on va faire travailler justement les sciences de la nature, les sciences humaines et sociales et les acteurs du territoire pour aller dans cette perspective transformative. Ce qu'on y travaille dans ces zones ateliers-là, c'est finalement la complexité de problèmes qu'on appelle des wicked problems, donc des problèmes pernicieux dont vous avez un certain nombre de caractéristiques ici. Ce sont des problèmes qui sont à la fois complexes, systémiques, urgents, incertains, interconnectés. Ils vont l'être de plus en plus, ce que je vous ai montré sur la première image, hein, le climat, la biodiversité, les inégalités. Tout ça, ça se connecte et ça va se connecter de plus en plus à mesure que ça va se durcir. Souvent, c'est des problèmes qui sont difficiles à résoudre. Parfois, on cherche des solutions. On a parlé de géo-ingénierie, mais il y en a d'autres hein, qui finalement, parfois, amènent plus de problèmes que de solutions. Et c'est souvent, d'ailleurs, un peu plombant, j'allais dire, parce que parfois, on a l'impression qu'on n'en a pas. Mais ce qui est très important, c'est que pour les aborder, on a besoin du temps long. Voilà, il y a des idées d'apprentissage. Et on a besoin de cette idée de co-construction sur laquelle je vais revenir. Donc on travaille sur les socio-écosystèmes. Donc Bruno Locatelli vous a parlé hein, de socio-écologie. Ici, je vais passer rapidement parce qu'il existe des dizaines, peut-être des centaines de représentations schématiques de ce que c'est que ces socio-écosystèmes. Le plus souvent, on a toujours d'un côté ici la boîte bleue qui, on va dire, c'est la société, puis la boîte verte, c'est la nature. Je fais très caricatural. Il y a des stocks, il y a des flux, ça circule. Ce que cette socio-écologie essaye de faire, finalement, c'est de reconnecter tout ça. Donc ça se reconnecte du point de vue de la société sur l'environnement, donc il y a des impacts, évidemment, tous les impacts des activités humaines sur l'environnement. Il y a la flèche retour, qui est celle que Bruno a beaucoup décrite, hein, sur les services écosystémiques. Souvent, dans ces schémas-là, effectivement, la flèche retour de l'environnement vers les sociétés, elle se fait par le biais des services écosystémiques, mais pas toujours. C'est une représentation possible. Il y a plein d'autres choses. Donc ça, c'est une représentation un peu complexe qui est celle du réseau des zones ateliers. Ce qui est vraiment important de retenir, c'est que dans ces approches-là, pour aborder la complexité de ces socio-écosystèmes, on est obligé d'abord de développer des approches interdisciplinaires. Donc je vous ai donné ici une espèce de nuage de mots avec les disciplines principales qu'on rencontre dans les zones ateliers. Vous voyez que ce qui ressort essentiellement, c'est de l'écologie, mais on a aussi de la sociologie, de la géographie et puis d'autres disciplines. Les zones ateliers, elles ont été fondées pour beaucoup à la base par des gens plutôt dans l'écologie, un peu dans la géographie. Aujourd'hui, on se bagarre beaucoup, mais ça fait 20 ans maintenant, hein, pour essayer d'amener davantage de sciences humaines et sociales, en particulier en sociologie, en anthropologie, en sciences politiques, en droit, pour travailler avec nous sur ces socio-écosystèmes. Et puis, donc, je vous ai dit transdisciplinarité, travailler avec les acteurs. Vous avez ici un autre nuage de mots. Donc, tout ça, c'est issu de frises chronologiques qui vont... On est en train de finaliser là, un livre qui va décrire le réseau des zones ateliers et chacune de ces zones ateliers. Bon, dedans, on a fait des frises chronologiques et c'est à partir de là que sont construits ces nuages de mots. Voilà, ici, vous avez finalement tous les partenaires. On travaille avec 400 ou 450 partenaires sur les territoires dans le réseau. Donc, les agences de l'eau, de la biodiversité, tout le tissu associatif, les collectivités territoriales, les aires protégées, donc des parcs, que ce soit à terre ou en mer, etc. Vous voyez ici plein d'acteurs avec lesquels on travaille au quotidien. Et donc, ce qu'on y fait, on y fait de la co-construction. Donc, vous avez ici, très souvent en sciences, dans les approches qui sont développées, on essaie de combiner ce que vous voyez ici, l'observation, de la modélisation et puis de l'expérimentation. Sauf que quand on travaille sur les socio-écosystèmes, vous voyez ici, donc on observe, alors on n'observe pas seulement l'écosystème ou les processus de la zone critique que nous a décrit Jérôme, mais on observe le socio-écosystème, l'évolution, les trajectoires des relations entre les humains, on va dire, et les non-humains. Et puis du coup, ces observations, elles peuvent inclure des sciences participatives, où on va travailler en commun avec des associations, des chercheurs, des gestionnaires, etc., qui vont contribuer, pas seulement à juste aller parfois chercher des échantillons, mais aussi contribuer au processus de recherche lui-même.
Et quand je dis au processus, ça va de la construction des questions de recherche qui se posent jusqu'à l'analyse des résultats en commun. Les expérimentations, voilà, on peut mener plein d'expérimentations comme on le fait classiquement dans le laboratoire ou sur le terrain. Vous en avez fait avec Damien cette semaine. Ici, les expérimentations dans le réseau des zones ateliers, elles sont dites socio-écologiques. Donc là, l'idée, c'est on va travailler avec des acteurs. Je prends l'exemple, je viens de Bretagne. Typiquement, une problématique d'une zone atelier chez nous, c'est la question de l'agriculture, des fuites d'azote et des marées vertes sur le littoral. C'est un sujet extrêmement tendu en Bretagne. Hein. Vous avez peut-être vu le film sur les algues vertes, la BD d'Inès Leroux, etc. Ben voilà, on peut aller travailler avec des agriculteurs qui veulent aller vers de la transition agroécologique et finalement faire un design expérimental pour essayer de tester différentes façons de faire. Et puis l'observation sur le long terme, ça va être, on va aller observer avec l'agriculteur et avec d'autres partenaires les implications de ces changements de pratiques sur l'environnement, par exemple la qualité de l'eau, mais aussi dans des dimensions plus économiques, sociales, l'économie de l'exploitation, la qualité de vie de l'agriculteur, et puis on va aller jusqu'à, on espère, les impacts sur les politiques publiques. La modélisation, pareil, c'est de la modélisation classique, mais ça peut aller jusqu'à la co-construction de scénarios avec les acteurs. Finalement, c'est quoi de quoi on rêve sur notre territoire? C'est quoi le futur désirable de notre territoire? Est-ce qu'on peut essayer de le mettre dans un modèle? Alors là, moi, je parle de modèle, mais si on reprend ce que Bruno nous a présenté sur l'analyse sociologique de réseau, on pourrait peut-être imaginer aussi voir comment changer un nœud ou un lien dans son analyse de réseau, tel qu'on l'imagine dans 10 ans ou dans 20 ans, et puis voir comment tout ça bouge. Il y a plein de choses à faire. Ça peut aller jusqu'à de la modélisation d'accompagnement, où là, on est vraiment dans le développement de plateformes qui permettent finalement de fournir des outils d'aide à la décision. Et ces outils d'aide à la décision, ça peut être de la décision des acteurs individuels. Et là, on va parler, nous, de finalement renforcement des capacités, renforcement du pouvoir d'agir. Donc du pouvoir d'agir à la fois à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective, plus voilà, sociale. Et on espère pouvoir évidemment avoir des impacts sur les politiques publiques. Donc je note ici le mot d'enquête, hein, parce que, ben voilà, où atterrir, ou Nastasia, à la fin de son talk avant-hier, ou hier, nous a bien dit qu'il fallait refaire de l'ethnographie. Quelque part, là, ce que je vous présente, cette idée de co-construction, c'est une façon de finalement mener l'enquête. Moi, ce que je trouve là hyper important par rapport à ce que je vous ai présenté comme dans les toutes premières images, pour moi, derrière ça, et c'est pour ça que je le fais depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est vraiment, quand je dis je le fais, je parle de l'idée de travailler avec les acteurs sur le territoire, c'est l'idée de remettre du politique sur le territoire. C'est de se dire qu'il y a une grosse déconnexion aujourd'hui entre le politique et le citoyen, et remettre du politique, c'est vraiment le politique avec un grand P, c'est la participation à la vie de la cité, c'est permettre aux citoyens finalement de se réapproprier les grands enjeux sur leur territoire, et de le faire en expérimentant, en travaillant. Et j'ai des diapos pour vous expliquer pourquoi je pense que c'est si important. Donc déjà, là, juste une première pause pour essayer de vous faire sentir un petit peu ce qu'il y a derrière ça. Si vous prenez à gauche, le triangle de gauche, je ne sais pas si vous voyez bien au fond, je le décris très rapidement, mais c'est ce qu'on appelle le triangle de la connaissance. C'est finalement la connaissance au sens de progrès, très linéaire. C'est un mélange d'innovation, d'éducation et de recherche. Mais dans ce triangle-là, l'innovation, elle est essentiellement technologique. L'éducation, c'est plus une forme de transmission, c'est très descendant en général. Et puis la recherche, elle est très disciplinaire en silo. Et donc, en fait, on produit des connaissances. L'idée, c'est de produire des connaissances pour la croissance, pour finalement, derrière, il y a les questions d'emploi, etc. Et moi, pour moi, j'ai mis ici, on est dans de la soutenabilité faible, voire même, j'aurais dû noter plutôt de l'insoutenabilité. On est dans l'adaptation au système en marche. Et puis à droite, j'ai essayé de le modifier en fait, et j'ai remplacé l'innovation technologique par la participation des chercheurs, donc la question de l'engagement des chercheurs dans la vie de la cité. On entend bien que c'est dans les deux sens, hein. Donc c'est-à-dire que les chercheurs participent à la vie de la cité, les citoyens participent au processus de recherche. L'éducation, je vais en parler dans un instant avec Tim Ingold, elle n'est pas seulement descendante, mais elle est... Voilà, il y a de l'innovation pédagogique et elle se fait dans les deux sens. Et puis la recherche, elle n'est pas juste disciplinaire, je viens de vous le dire, elle est interdisciplinaire et elle est transdisciplinaire.
Et vous voyez ici du coup qu'à l'intérieur du triangle, c'est plus la connaissance en un seul mot, mais c'est comment est-ce qu'on redonne finalement naissance à du sens, mais en commun, donc dans une perspective de monde commun, et pour aller vers ce que moi j'ai appelé la croissance, jouer entre la croissance en un mot et la croissance en deux mots, et puis venir sur la question de, Roland Gori appelle ça l'œuvre, mais c'est sur la question du travail plus que juste de l'emploi. Et en fait, dans ce triangle-là, à droite, qui est le triangle de la transformation, que moi j'appelle de la transformation, l'innovation, elle disparaît pas. Seulement, je l'ai appelée, c'est marqué SPIT ici, mais SPIT, ça veut juste dire, elle n'est pas juste technologique, mais l'innovation, elle est aussi sociale, elle est pédagogique, elle est institutionnelle, et elle est finalement distribuée dans l'ensemble de ce triangle. Il y a deux hypothèses très fortes quand on travaille sur cette question de la co-construction avec les acteurs. C'est l'idée que la co-construction, elle est transformante, qu'on va avoir des impacts territoriaux. Et puis le deuxième élément important, qui renvoie à ce que je vous ai dit au tout début, c'est finalement, on essaye, avec cette co-construction-là, de faire la démonstration de quelque chose qui pourrait marcher. Et puis après, la question qui se pose, c'est finalement, c'est celle du passage à l'échelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas, pour moi, vu l'urgence, rester juste dans le local. Et du coup, la question du passage à l'échelle, elle se pose, sachant qu'on ne peut pas vouloir passer à l'échelle comme on l'a fait avant, dans une forme très totalisante, uniformisante, etc. Parce que ça ne marche pas, les gens le refusent et veulent revenir justement à... Alors, pour certains, c'est du local, mais ou à de la diversité. Et donc, du coup c'est une vraie question sur laquelle je terminerai. Dans cette diapositive-là, parce qu'on parlait d'enquête tout à l'heure, hein, et moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup lire et qui est très, je trouve, peu mobilisé dans l'éducation formelle, mais beaucoup davantage mobilisé dans l'éducation informelle, qui est ce philosophe pragmatiste, là, John Dewey, qui a ça un siècle hein, déjà, mais qui a écrit des très belles choses entre l'expérience, qui est pour lui une véritable expérimentation, l'éducation et la démocratie. Et j'en parle ici parce que voilà, cette question de la co-construction des connaissances, pour moi, elle a des impacts sur tout ce que je viens de vous dire, et par rapport au schéma que je vous ai mis tout à l'heure, et c'est pour ça que je le fais encore une fois, voilà, si on travaille la complexité des socio-écosystèmes, ça veut dire qu'on décide franchement d'aborder la complexité, donc on refuse, on résiste à la question de la simplification et du simplisme, hein, qui est souvent la base des discours populistes. Le fait finalement d'impliquer les gens avec nous dans ce type d'études-là, eh ben, c'est aussi finalement travailler la démarche scientifique, l'établissement des faits, ce genre de choses-là. Et donc évidemment, ça participe de la lutte contre tout ce qui va être la désinformation, les fake news, etc. Je vous ai parlé de repli sur soi. On ramène des sciences humaines et sociales et on fait de l'innovation sociale. Donc on sort de la vision toute technologique. Et j'ai pas le temps d'en parler, mais il y a 1000 raisons pour lesquelles la technologie seule ne va pas suffire pour nous sortir de la situation actuelle. Voilà, j'ai noté d'autres choses, le court-termisme, la marchandisation de l'université. Ce genre de démarche, pour moi, ça participe de résister finalement à tout ça. Et le problème, pour moi, c'est que même si ça peut paraître super comme ça ne marche pas vraiment et ça demeure qu'une résistance. Et c'est pas pour moi suffisant, clairement. Je vais y revenir dans un instant. Déjà, ça implique de sortir de notre zone de confort. Donc dès lors qu'on commence à se dire, ok, on va travailler avec des gens d'une autre discipline, ou, j'allais dire pire encore, avec des gens qui ne sont pas des chercheurs, ben voilà, forcément, c'est parce qu'on n'a pas été entraîné ou formé à... Oui, non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est par rapport aux gens, ou même au système de recherche, pour qui la recherche, ça doit rester vraiment juste entre chercheurs. C'est dans ce sens-là que je l'entends. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens aujourd'hui, même si depuis 15 ou 20 ans on essaye de montrer que les sciences participatives, etc., c'est hyper important, il y a quand même des gens qui considèrent encore ça comme de la sous-science. C'est dans ce sens-là que je voulais dire ça. Voilà, et puis ça implique de reconnaître que les savoirs sont distribués, c'est-à-dire que les scientifiques ne sont pas les seuls détenteurs de la connaissance et qu'il y a des connaissances qu'on appelle autochtones, expérientielles, vernaculaires, etc. Et qu'on a tout à gagner à hybrider les connaissances scientifiques avec ces autres types de connaissances sur les territoires. Après, voilà, quand je dis ça ne marche pas, j'exagère parce qu'il se passe plein de choses et il y a plein de transformations qui se passent sur les territoires et puis pour les individus qui s'engagent dans ce type de choses, mais elle n'est pas suffisante. Et là, je vous présente juste ce petit livre là de Dominique Pes qui s'appelle La Contre-Science, qui est vraiment hyper intéressant de ce point de vue-là. Donc, qui développe tous ces aspects-là de recherche participative, mais qui nous dit qu'il serait temps il ne faut pas qu'on oublie le côté obscur de la force.
C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va mettre tout le monde autour de la table, et Dieu sait si on a essayé sur les algues vertes de faire ça, en Bretagne par exemple, mais ça marche pas en fait. Et du coup, il y a toutes ces questions évidemment d'intérêt, de pouvoir, de lobby, et voilà. Et donc c'est cette question des asymétries de pouvoir qu'on essaie de prendre à bras-le-corps dans le réseau des zones ateliers, mais dans plein d'autres initiatives. Hein. On a développé un travail avec une chercheuse en sciences politiques, Camille Mazet, sur cette question justement. On parle toujours du gap, du manque de connaissances, on parle toujours ça s'appelle knowledge gap. On parle toujours de l'inertie des politiques publiques, le système qui est trop gros, qui est lourd à bouger, etc., que les chercheurs en sciences politiques appellent ça un gap d'implémentation. Et puis finalement, nous, on a essayé de développer cette idée justement de cette nécessité finalement d'aller explorer les freins à la transformation, en particulier au niveau du politique et du lien entre le politique et puis tous ces lobbies. Donc on garde ça en tête. C'est probablement pas suffisant, mais on considère ça comme nécessaire et donc évidemment on le poursuit. Quelque chose d'autre qui est très important, et là je vais arriver à finalement passer des zones ateliers et du travail sur les territoires à la question de l'engagement et de l'incarnation de la transformation dans le milieu de la recherche. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ce genre d'approche-là, ça nécessite une posture d'ouverture, un pas de côté, et c'est pour ça que je pense que c'est aujourd'hui extrêmement important de faire ça. Et c'est vrai pour la recherche, mais finalement, cette posture d'ouverture-là, on réalise quand on discute avec plein de monde que, évidemment, il faudrait presque l'apprendre dès le biberon, à la maternelle, j'allais dire, et que ça concerne bien sûr la question de l'éducation. Et ici, je vous ai mis, mais je vais le lire parce que je vous présente ce petit livre de Tim Ingold. Tim Ingold, c'est un anthropologue qui a écrit ce livre, L'anthropologie comme éducation, où ce qu'il nous montre dans ce livre, en gros, c'est que finalement, quand on est chercheur, et donc lui il parle de l'anthropologie, on n'apprend pas sur quelque chose, on apprend avec. Et donc du coup on se transforme. Et Nastasia parlait de la séparation du sujet et de l'objet. Justement là on n'est plus là, Tim Ingold parle des astronomes qui sont en correspondance avec les étoiles, c'est pas quelque chose de mystique, c'est juste pour dire qu'il apprend et qu'on apprend de nos objets d'étude en fait. Et je vous lis juste parce que par rapport à ce que je veux vous dire, moi, et puis à ce que je vous ai dit sur la question de réarmement au tout début, c'est quelque chose qui est hyper important. En fait, Tim Ingold, il voit, juste, et je l'ai noté dans le triangle de la connaissance, l'éducation pas comme une transmission, mais comme une attention. Et on sait aujourd'hui que la question de la perte de l'attention, elle est juste très importante. Et il parle de l'éducation forte et de l'éducation faible. Et juste, il nous dit, l'éducation forte nous fournit des connaissances, nous permet de mieux nous défendre contre les caprices du monde extérieur, nous immunise, nous offre la sécurité et le confort de la raison. Enfermés dans notre armure, toutefois, ou tapis derrière les murs de nos défenses intellectuelles, nous ne parvenons pas à assimiler ni à répondre à la réalité que le monde nous donne à découvrir. À tout hasard, ce sol qui se dérobe. Une éducation faible, par contre, nous apprend à passer outre la sécurité de nos positions défensives, à retirer notre armure et accueillir le monde les bras ouverts. C'est une pratique de désarmement. Elle nous pousse à s'exposer et non à s'immuniser, elle nous rend vulnérables et non puissants, mais en parallèle, elle valorise la vérité et la sagesse plus que les connaissances. Et ben voilà, moi je trouve ça juste faramineux. Je reviendrai sur cette question de sagesse dans la dernière planche. Donc voilà, on nécessite une posture d'ouverture. Donc nous, chercheurs, on doit être ouverts pour aller travailler avec les acteurs du territoire. Mais ben voilà, on voit très bien qu'il faudrait que ça commence dès le lycée, puis aussi au collège, puis aussi à l'école. Et donc voilà, on a commencé à parler des cours d'empathie qui avaient commencé à être introduits à l'école, etc. Ce sont des choses qui sont très importantes. Mais, et c'est ça qui à chaque fois plombant un petit peu, on a beau essayer de faire des choses qu'on trouve riches, c'est jamais suffisant. L'autre chose qui est très importante, c'est qu'on a besoin de reprendre la main sur nos agendas, en fait. Et je vais venir sur la dimension politique du temps. C'est que ce pas de côté là qui y avait juste ici, qu'on a besoin de faire pour aller travailler en inter ou transdisciplinarité, c'est quelque chose qui est extraordinairement chronophage. Plus vous travaillez avec quelqu'un qui est d'une discipline, d'un champ lointain, plus ça prend du temps. Il y a un coût intellectuel qui est phénoménal. Moi, je travaille maintenant avec beaucoup de gens en sciences humaines et sociales. Je ne peux plus lire de publier en biogéochimie marine, et puis ça navre Jérôme, mais c'est la vie. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage.
Et ça pose un problème. Et ça pose un problème aux chercheurs, mais ça pose un problème à tout le monde. Quand on travaille sur les territoires, tout le monde court dans tous les sens. Les chercheurs courent dans tous les sens. Le politique, c'est même pas la peine, on n'arrive pas à les avoir. Le tissu associatif, qui est en plus sous pression, en plus depuis la Covid, c'est de pire en pire. Tout le monde court. Donc à chaque fois qu'on se dit on veut s'asseoir, se poser, travailler ensemble, la grande réponse à chaque fois, c'est j'ai pas le temps. Et donc cette question du temps, elle est hyper intéressante. Il y a une publication que moi je vous invite à lire, elle se lit très facilement, hein. Elle n'est pas vraiment scientifique. Elle a été publiée dans la revue One Earth par 2 chercheurs d'un centre de la soutenabilité en Suède, et elle s'appelle Unsustainable Science. Et l'insoutenabilité de la recherche qui est décrite là, c'est pas l'insoutenabilité environnementale dont je vais vous parler dans un instant, c'est le fait que la recherche, comme plein de pans de la société civile, elle est soumise à plein de dérives, mais en particulier celle de l'accélération. On sait, hein, changement climatique, les émissions de CO2, ça a explosé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec la grande accélération. Cette accélération-là, elle produit des dégâts qui sont absolument gigantesques. Et ce qu'ils nous disent, là, je vous le dis juste parce que ça doit être trop petit pour vous derrière, la petite phrase qu'ils nous disent, c'est que aujourd'hui, la société attend beaucoup de la recherche, non seulement pour comprendre le monde, mais aussi pour essayer de trouver des solutions, pas forcément juste technologiques, hein, mais que dans l'état actuel du fonctionnement de la recherche est incapable d'accompagner la transformation sur le territoire parce qu'elle n'a plus le temps, justement. Et en fait, parce qu'elle est en proie à cette accélération. Cette accélération, elle a été très très bien décrite par un sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa. Il décrit l'accélération des développements technologiques, du changement social, des rythmes de vie. Et puis ce qui est hyper important, c'est qu'il décrit les moteurs sociaux et culturels de l'accélération. Donc le moteur social en particulier, c'est la compétition. Donc vous savez que la compétition en sciences, les gens adorent. On est dans un système international qui est extrêmement compétitif en recherche. Donc on est sans arrêt en train de courir après des projets, aller aux conférences, et puis parfois sur l'innovation technologique, les brevets, etc., quoi. Donc voilà, dans cette publication-là, ils nous décrivent que du fait de cette accélération, on n'a pas le temps d'aborder la complexité des problèmes, on n'a pas le temps de développer des espaces de créativité qui peuvent nous permettre de résoudre ces questions-là. Et donc, évidemment, ils évoquent le besoin d'aller vers de nouveaux critères d'évaluation de l'activité de recherche pour finalement reprendre la main sur nos agendas, qui est fondamental, pour finalement, quelque part, retrouver du sens. Je vais y venir. Et donc, on voit bien ici, la recherche doit incarner cette transformation. Et ici, je vous mets, et si ces évolutions des métiers de la recherche vous intéressent, vous pouvez aussi aller lire cette publication qui est en ligne sur Internet, en fait, où des chercheurs, finalement, ont appliqué la théorie du donut, qui est une théorie économique de Raworth en 2017, et où cette espèce de donut-là, dans le côté économique, il y a finalement toutes les limites planétaires qu'on a explosées à l'extérieur du donut, et à l'intérieur, il y a tout ce qu'on essaie de faire pour ne pas les exploser. Donc il y a le donut lui-même qui correspondrait un petit peu à cet espace un peu safe où on essaye de naviguer. Eux, ils ont appliqué cette théorie-là au milieu de la recherche, et vous voyez qu'à l'extérieur, vous avez toutes les dérives de la recherche qui finalement sont juste le reflet des dérives du système actuel. On va y parler d'individualisme. Matrix fixation, c'est cette idée finalement de gouvernance par les nombres, hein, que décrit Alain Suppiot. Human load, c'est la surcharge de travail dans le milieu de la recherche, et c'est ce qui conduit à une perte de sens qui est phénoménale dans le milieu de la recherche. L'excès de bureaucratisation, les projets pour les enseignants-chercheurs, j'en parle même pas. Donc voilà, l'impact environnemental de la recherche, la marchandisation de l'université, et puis vous le voyez en haut à gauche, la question de la compétition qui conduit à cette accélération. Et donc évidemment ici l'idée, et ce qu'on essaie de développer dans le réseau des zones ateliers, évidemment on essaie de toucher nos tutelles pour leur dire qu'il faudrait aller vers de la slow science, mais nos tutelles, d'un côté ils nous financent et d'un autre côté ils résistent, parce que c'est pas ça, eux ils ont le classement de Shanghai, et donc à chaque fois on nous dit ah, c'est très bien ce que vous faites, mais quand on vient nous parler de l'institut dans lequel je suis là censé représenter, les premiers mots qu'on nous donne c'est le classement de Shanghai souvent. Donc voilà, Slow Science, il y a Isabelle Stengers qui était présente à l'université d'été ici l'année dernière, qui a développé ça depuis une dizaine d'années déjà. Et donc dans le Labo 1.5, nous on a essayé finalement cette idée de Slow Science, on a posé une espèce de challenge que je vous présente ici sous cette forme. Finalement, c'est est-ce qu'on peut utiliser la question climatique pour redonner du sens à l'activité de recherche?
Et encore une fois, ça peut être pour n'importe quel type d'activité. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut diminuer l'empreinte carbone de la recherche et améliorer la qualité de la recherche comme la qualité de vie au travail. C'est quelque chose d'hyper important parce que il y a 2 ans, il y a une publication qui est parue, la communauté astronomique a fait le calcul des émissions carbone des infrastructures de recherche en astronomie, les infrastructures à terre et le spatial. Et ils ont divisé ça par le nombre d'astronomes sur la planète. Alors ça se discute, il y a des astronomes qui disent que c'est pas juste parce qu'on pourrait diviser par le nombre d'habitants parce qu'on apporte tellement de choses à l'ensemble de l'humanité qu'on ne va pas diviser ça juste par le nombre d'astronomes. Mais si vous divisez ça par le nombre d'astronomes, vous arrivez à 40 tonnes par an par personne. Et donc les astronomes sont là, et d'ailleurs il y a beaucoup d'astronomes dans Labo 1.5, c'est intéressant, les astronomes sont là à se dire ok, on me demande de faire 2 tonnes à la maison par an maximum, et moi quand je prends mon vélo ou ma voiture pour aller au travail, j'en émets 40. Et donc il y a une espèce de dissonance cognitive là qui fait que, voilà, qui contribue à cette perte de sens en plus de tous les aspects que je viens de vous décrire. Donc voilà, Labo 1.5, c'est un collectif qui, il y a 5 ans maintenant, s'est saisi de cette question-là de l'empreinte carbone de la recherche. En plus, il y a des articles qui commençaient à apparaître, les scientifiques, en particulier du climat, ils nous parlent du changement climatique, mais regardez, ils passent leur vie dans des avions. Et donc voilà, l'idée c'était d'essayer d'objectiver ça un petit peu, et voilà. Et donc nous, on a, dans le cadre de ce collectif Labo 1.5, on a maintenant, il y a 3 ans, développé une expérimentation avec une vingtaine de laboratoires de recherche. Je vais vous en montrer deux ou trois planches, mais je voulais juste vous donner ici le titre parce que je pense enfin j'espère, il dit bien ce que ça veut dire, From Carbon to Meaning. C'est-à-dire qu'on part de la question du climat et des émissions de CO2 et on va travailler, parce qu'il y a toujours plein de critiques, ah vous êtes encore trop orienté climat, le carbone c'est un indicateur de plus, vous nous gonflez, etc. Donc là non, c'est pas ça, c'est on part du climat, mais on va chercher la question du sens derrière. Et donc cette expérimentation, en fait, ce qu'on veut travailler, c'est cette espèce de gap qu'il y a entre l'intention et l'action. Vous savez, c'est toujours pareil, et moi le premier, hein, j'avais fait une enquête il y a une quinzaine d'années dans mon labo sur le covoiturage. Est-ce que vous pensez que le covoiturage c'est important et qu'il faut en faire? 80% des gens disent oui. Est-ce que vous faites du covoiturage? Moi compris, 80% des gens disent non. Parce que c'est compliqué, il y a plein de choses, il faut abandonner plein de trucs. Donc voilà, c'est ce que j'ai noté ici, le changement c'est rarement maintenant, il y a plein de phénomènes connus, quoi, que ce soit à l'échelle individuelle, avec plein de biais qu'on peut avoir et de freins. Et puis encore une fois, je reviens à ce politique et à ces freins au niveau du système. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va profiter de notre qualité de chercheur et de personnel de la recherche dans des laboratoires pour explorer différentes façons de stimuler des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a proposé à ces laboratoires tout un panel de dispositifs qui sont ici dispatchés le long d'un gradient de contrainte. À droite, vous avez des dispositifs de sensibilisation. Donc il y a des jeux sérieux. Vous connaissez les fresques du climat, par exemple. Il y a des chercheurs qui ont développé un jeu qui s'appelle Mater en 180 minutes, vraiment spécifiquement pour les chercheurs. Bon voilà, plein d'outils de sensibilisation en se disant on fait participer les chercheurs et les personnels de la recherche dans les laboratoires ou dans les composantes de formation. Et puis, pour faire prendre conscience en se disant, ben voilà, ça déjà, juste ça devrait suffire. Parce qu'en plus, les sociologues dans Labo 1.5, il y a 4 ans maintenant, on fait une grande enquête qui a montré que 90% des personnels de la recherche étaient plutôt d'accord ou complètement d'accord avec le fait que les chercheurs et les personnels de la recherche doivent limiter leur empreinte carbone. On s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile que ça dès qu'on commence à s'approcher du cœur de métier. Donc voilà, un certain nombre de dispositifs comme ça, un travail sur les récits, la construction de récits individuels ou de récits collectifs pour essayer d'imaginer son laboratoire en 2050, etc. Et puis si vous allez sur la gauche, on va vers des dispositifs type la mise en place de taxes carbone ou de quotas carbone dans les laboratoires. Et donc, si vous allez sur Internet, là aussi, sur le site de Labo 1.5, vous verrez, il y a un kit 1.5 où on a fait un certain nombre de fiches qui décrivent tous ces dispositifs. Et par exemple, sur les quotas, qui posent plein de questions. Moi, mon rêve, au démarrage de cette expérimentation-là, c'était tout le monde va se poser, va lire la fiche. Elle fait 20 pages, c'est pas trop long. On leur propose toute une série d'utilisations possibles des quotas. Par exemple, est-ce que vous distribuez les quotas de façon égalitaire dans un laboratoire ou en fonction des besoins des uns et des autres, mais qui va décider de ces besoins? Est-ce que les quotas sont échangeables, pas échangeables, monétaires, pas monétaires, reportables, pas reportables? Voilà, on offre tout un panel. Et puis, moi, je me disais, c'est cool, les gens, ils vont s'asseoir, on va prendre le temps, on va discuter dans le détail de chacun de ces dispositifs, et puis on va choisir. Le déroulé type pour un laboratoire qui rentre dans l'expérimentation, il commence par réaliser son bilan de gaz à effet de serre. Dans Labo 1.5, il y a un outil qui s'appelle GES 1.5 qui a été développé pour faire ça.
on a dans la vingtaine de laboratoires, je n'ai pas le temps du tout de vous en parler, une très grande diversité dans les bilans de gaz à effet de serre de ces laboratoires. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on leur laisse une grande liberté de choisir un objectif de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, une trajectoire, un ou plusieurs des dispositifs qu'on a traités. Et puis ensuite, l'idée, c'est de les mettre en œuvre dans le laboratoire. Et là, ici, on a noté la question d'équité. C'est là qu'on peut faire le lien avec le social. Vous savez très bien que quand on veut mettre en place une taxe carbone, hein, les gilets jaunes, c'était exactement ça. Si on ne prend pas en compte la dimension sociale à côté, ça ne marche pas. Donc là, l'idée, c'était que dans les laboratoires où il y a déjà des grandes inégalités là-dessus, je passe les détails. Ce que vous voyez qui est important juste ici, c'est encore une fois que ce qu'on veut suivre en essayant de stimuler ces changements de pratique, c'est finalement pas seulement les implications sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur les questions de qualité de la recherche et de qualité de vie au travail. Donc ça veut dire que pour ça, on va réfléchir à l'élaboration de nouveaux critères d'évaluation de la recherche, qui inclut des critères de sobriété, vous le voyez ici, mais c'est là que, et c'est pour ça qu'il y a les deux logos là-haut, c'est là qu'on peut faire le lien aussi avec ce que je vous ai dit sur les zones ateliers, sur le besoin de reprendre notre temps. C'est la question de la responsabilité environnementale et sociale, c'est finalement la question des impacts sociétaux des activités de recherche, c'est comment on reprend du temps pour faire des recherches plutôt qualitatives que purement quantitatives, pour aller vers de la collaboration plutôt que de la compétition, etc. Donc voilà, c'est finalement essayer de redonner du sens ici, au cœur de ce donut-là, à l'activité de recherche. Et je viens sur vraiment les dernières diapos sur la question du travail et terminer sur remonter à l'échelle. Parce que ce que je vous dis là, évidemment, moi, je vous l'ai dit, hein, sur la recherche, on peut imaginer que si j'avais été, moi, chercheur, si j'avais été prof, peut-être, ou médecin, et que je m'intéressais à ces choses-là, je pourrais faire exactement le même genre de schéma ou de donut et l'appliquer à l'hôpital ou à l'école, peu importe. Et du coup, ça concerne vraiment, pour moi, la question du travail. Je vous recite ici encore Roland Gori, hein, lui nous dit que c'est par le travail et les métiers que passera une révolution tranquille, mais anthropologiquement indispensable. Donc c'est vraiment essayer de retrouver du sens, mais dans le cœur même de nos métiers, alors qu'aujourd'hui on voit très bien que c'est un sens qui se perd. Dans Labo 1.5, et là je vais passer très vite, mais ah oui non, juste vous dire d'abord que pour moi si on fait ça dans le travail, c'est une des premières modalités pour moi de passer à l'échelle. Quand je vous dis qu'on ne peut pas juste rester au local, qu'il faut passer au global, mais une façon de passer à l'échelle aussi, c'est que si au lieu de cantonner ces activités-là dans je quitte mon travail et puis je vais faire mon potager ou je vais aller vers des activités comme ça, si on réinsère ça à l'intérieur du travail, c'est une façon de passer à l'échelle. Dans Labo 1.5, il y a un astronome qui avait eu l'idée de se dire, tiens, le système de l'enseignement supérieur et de la recherche pourrait redonner aux gens, aux chercheurs, aux ingénieurs, aux techniciens, au personnel administratif, une journée par semaine pour s'occuper de la transition écologique, pour faire court. Donc on avait commencé à élaborer là-dessus, et moi je lui ai dit, oui mais nous par exemple on travaille avec les zones d'atelier, il n'y a pas que les chercheurs qui manquent de temps auxquels redonner une journée, on pourrait imaginer finalement que dans toutes les entreprises on redonne une journée aux gens, et là ce serait évidemment, c'est complètement exploratoire, ce serait à discuter avec les syndicats, etc. Mais c'est un peu comme il y a des décharges syndicales, il pourrait y avoir des décharges environnementales, et dans l'idée de décroissance, de baisse de la productivité, etc., mais d'aller produire autre chose, pas forcément rémunéré au sens de la production matérielle, de prendre ce temps-là finalement, d'aller sur les territoires, et nous dans les zones ateliers, ou vous dans des associations, ou ici par exemple, ben, on accueille les gens de l'entreprise qui pourraient venir passer du temps sur ces choses-là. Voilà, et donc sur la question juste du passage à l'échelle, encore une fois, je vous ai parlé du travail, il y a plein de gens qui nous disent qu'il ne faut pas passer à l'échelle. En tout cas, là où ils ont raison, je pense qu'on ne peut pas monter en généralité parce qu'on a déjà vu ce que ça veut dire. Mais encore une fois, je reviens sur cette question de l'urgence qu'on veut combiner au sens. Là, ces problèmes-là, ils sont planétaires et on doit de toute manière, quelque part, penser cette question du passage à l'échelle. Il y a plein de gens qui le travaillent. Il y a cette publication très intéressante aussi sur cette question du passage à l'échelle. Vous voyez la question, comment elle est formulée. Comment est-ce que vous passez d'expérimentation, aussi brillante soit-elle, hein, je vous ai parlé d'expérimentation que nous on mène, dans une perspective transformative, pour que cette perspective transformative, elle soit vraiment transformative à une échelle plus systémique, quoi. Et donc, eux, en fait, sur ce passage à l'échelle, ils nous parlent de réplication. Vous savez, c'est la question d'échange de bonnes pratiques, du bouche à oreille. Il y a un paysan qui passe au bio et tous les autres autour passeraient au bio. Voilà. Il y a l'idée de scaling up, c'est le passage par l'institution.
C'est l'idée de se dire que, j'ai noté aussi ce petit livre ici là, sur les utopies réelles, parce que Eric Wallingwright, il a produit une théorie sociale de la transformation où il décrit aussi plusieurs types, dont ce passage par l'institutionnalisation. Donc il y a des transformations dans les marges. Un moyen de passer à l'échelle, c'est d'impliquer l'institution pour faire en sorte que ce soit facilité. Et puis, il y a ce qu'ils appellent le scaling deep, qui est l'apprentissage, donc c'est l'idée de l'éducation, mais ça, on est vraiment sur le long terme. Et dans la publication qu'on a faite avec l'expérimentation Labo 1.5, ce qu'on décrit là, nous, c'est finalement, moi, ce qui me manque là-dedans, encore une fois, et je trouve que c'est très important dans la situation actuelle, c'est la question de la diversité, c'est-à-dire comment on passe à l'échelle, non plus de façon uniformisante, mais en bénéficiant de la richesse des expérimentations qu'on veut laisser se faire sur les territoires, mais qu'on a besoin de mettre en lien. Donc c'est ce qu'on a appelé ici Scaling Diverse. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on veut faire dans un gros projet. Je vous en dis 2 mots ici parce qu'il peut impacter notamment, possiblement, le lieu ici. Il y a un nouveau... Depuis quelques années, il y a des gros programmes. Quand je dis des gros programmes, c'est des trucs qui sont entre 50 et 100 millions d'euros. Ce n'est pas des projets, c'est des programmes qui se sont montés. Alors, il y en a sur l'eau, sur le carbone, sur la forêt, sur l'atmosphère, etc. Et nous, et donc Jérôme en fait partie, Sébastien Dutreuil aussi, Nastasia, enfin voilà, il y a plein de monde. On a contribué à l'émergence de ce PEPR sur la transformation. Et on a créé 2 espèces d'entités. On a créé ce qu'on a appelé des EHL. Mais alors c'est en anglais parce que le projet a été fait en anglais, hein, c'est des Earth Habitability Labs. Aujourd'hui, il y a plein de Living Labs, donc des espèces de laboratoires à ciel ouvert, un peu comme nos zones ateliers, qui sont en train d'émerger partout. Et là, vous les voyez notés à gauche, il y a des zones ateliers, mais il y a aussi des observatoires au milieu, il y a les observatoires de Oscar, de Jérôme. Il y a des LMI, c'est des laboratoires mixtes internationaux qui sont dans l'hémisphère sud, parce que l'Institut de recherche pour le développement porte ce projet-là. Et donc, on va faire émerger des EHL, soit dans des dispositifs qui existent déjà, soit dans des dispositifs qui ne sont pas encore institués. Donc voilà, on va faire cette diversité, et là j'en arrive à cette question, et je vais terminer dans 2 minutes, cette question de la reliance. Et donc voilà, on crée ce qu'on a appelé, vous le voyez ici, le Healthcare Institute for Transformation, dont on va s'occuper, et où l'idée principale de ça, c'est de se dire, on sort du mode compétitif. Vous avez vu compétition, accélération. Si on veut changer les choses, il faut que la recherche elle-même sorte du mode compétitif. On ne sait pas très bien faire. Nous, on ne sait que répondre à des appels d'offres. Depuis un bon moment, on fonctionne en mode projet. Dans ce PEPR, on a envie d'essayer d'imaginer quelque chose. Donc, on est en train de réfléchir comment on va faire émerger ces EHL sur lesquels on va faire des expérimentations. Et ensuite, comment est-ce qu'on va essayer de les mettre en lien et de penser cette question du passage à l'échelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire dans Transform. Et ici, je vous cite justement cette phrase de Cynthia Fleury qui est hyper importante. L'expérimentation, pour elle, doit s'étendre et former comme une culture un climat de soins, et elle dit pour prendre soin du climat, par l'activation de différentes proofs of care. Donc là, c'est vraiment faire de la démonstration qu'une transformation est possible sur un territoire. Donc elle dit bien par une manière à chaque fois spécifique. Donc bien sûr, c'est des approches locales, elles sont situées, elles dépendent du contexte, et c'est hyper important. Mais pourtant relié, et elle dit donc universellement compatible, au sens où l'universel se tisse plus qu'il ne tend sur plomb. Donc je vous ai ici parlé mis une image d'Edgar Morin qui parle beaucoup justement de cette question de tisser des liens et de reliance qui est hyper important. Et moi je vais passer juste sur ça pour aller directement, parce que ça a des implications sur la question du pouvoir, et puis si vous avez une question sur ça, je pourrais vous montrer ces deux planches. Je termine juste pour revenir avec, c'est ma dernière planche je crois, avec ce schéma là de Bruno Latour avec lequel j'ai commencé, et vous avez bien compris que du coup, oui, il y a tout ce qu'on essaye de faire en termes d'inter ou de transdisciplinarité sur les territoires avec les acteurs. On essaie de repenser le local pour favoriser cette approche vers l'ouverture, mais encore une fois, il y a l'urgence de la situation, et il y a ce besoin finalement de revenir à l'échelle du planétaire. Donc voilà, moi dans mon travail, je ne vous en ai pas du tout parlé, mais je le fais en particulier sur les inégalités nord-sud à travers l'idée de dette climatique. Mais donc voilà, il y a cette idée-là qui est juste en réflexion actuellement, hein, en jardinage autour de l'idée de scaling diverse. C'est vraiment comment on revient au planétaire en dehors d'un truc uniformisant, mais en permettant des expérimentations sur les territoires, et on sait que ça, c'est pas le cas actuellement dans le système tel qu'il est, et ensuite en mettant en lien toute cette diversité d'expérimentation. Voilà, et du coup l'idée, c'est essayer de revenir vers ce que
c'est Hannah Arendt qui parlait de ça, finalement de la construction d'un monde commun, qu'il n'y a pas d'homme libre sans participation à un monde commun, et je l'ai noté ici, pas comme un, c'est vraiment cette angoisse-là de l'uniformisation qui est rejetée aujourd'hui et qui conduit à toutes ces montées de populisme qu'on voit aujourd'hui. Voilà, j'ai fini. Désolé d'avoir été trop long.